Ce film-là, c'est une expérience particulière, OK? Ça prend 2 licences qu'on adore et ça les donne à Paul W.S. Anderson. Énorme risque, OK? Pour les prochaines minutes, on va mettre notre cerveau à off et profiter du moment. Aujourd'hui, à revue, Aliens versus Predator. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Et ça commence maintenant. Et on commence en Antarctique en 1904. Là, il y a un mec qui court, qui essaie de sauver tout. Et bien sûr, on va voir l'ombre qu'on connaît par cœur. Time jump. Non seulement c'est un time jump, mais également si vous êtes le genre qui aime les films où ça commence partout et nulle part en même temps, où on bouge d'une zone à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un endroit à l'autre, rapidement, dans une période de 5-6 minutes, vous allez adorer l'introduction d'Aliens versus Predator. On passe d'un satellite en orbite au Nebraska, au Népal. Paul W.S. Anderson, mesdames, messieurs. D'ailleurs, le coup de téléphone au Népal sur la falaise, moi je passe dans un tunnel 200 mètres, je perds mon réseau pendant 3 minutes. Mais vous direz, Steve, le gars était juste en haut. Eh bien oui, le gars l'attendait en hélicoptère, genre à 20 mètres d'elle. Est-ce que ça rend ça plus logique? C'est ce que j'ai dit à M. Weyland. Il a répondu qu'il ne pouvait pas attendre une semaine. C'est maintenant le temps de faire la connaissance de tous les personnages qui nous transporteront dans une histoire incroyable. Alexa, guide en zone arctique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la protagoniste du film. Spud, de Trainspotting, un Italien qui travaille au Mexique, Chip, de Sons of Anarchy, une femme, Waylon, qu'on se souvient aussi en étant Bishop dans Aliens 2, un homme à tout faire. D'ailleurs, Alexa n'est pas trop chaude à l'idée parce qu'elle trouve qu'il n'y a pas assez de temps pour préparer l'expédition et elle ne veut pas être responsable de la mort de certains membres. Donc, ils vont aller regarder des aurores boréales au loin. Ça se passe dans la haute atmosphère. Mais on s'en bat les steaks. Nous, ce qu'on veut voir, c'est des aliens et des prédateurs se déglinguer à l'écran, OK? Mais bien sûr qu'elle va faire partie de l'expédition, malgré la hâte de Weyland. Je suis contente que vous ayez décidé de rester. Destination Antarctique. Je peux vous dire que quand je suis allé voir ce film-là au cinéma, je regardais ma montre, ça faisait 20 minutes que le film était commencé, j'avais toujours pas vu d'aliens déglinguer du prédateur, puis ça commençait à me faire chier solide. On sait qu'il y a des prédateurs qui sont sur le point de descendre. On sait qu'il y a une pyramide sous le village. Et là, blague de merde sur les pingouins. Blague totalement inutile. On essaie de faire un petit jump scare avec Spot de Trainspotting et c'est n'importe quoi. On trouve un trou, d'ailleurs clairement creusé par les prédateurs, qu'on voit se préparer dans leur vaisseau. Waylon est malade et il raconte une belle petite histoire avec Alexa, mais on s'en fout parce qu'on n'est pas là pour ça. D'ailleurs, en descendant le tunnel, Waylon va faillir crever, mais on s'en fout parce qu'on n'est toujours pas là pour ça, quoi. La raison pour laquelle on regarde ce film, ça s'en vient, là. Révélation. Et voilà la reine xénomorphe. Juste vous dire qu'il y a un avertissement. Si on choisit de ne pas le suivre et qu'on crève, à quelque part, on a juste soi-même à blâmer. Ceux qui ont été choisis peuvent entrer. Là, les prédateurs vont mettre le code dans le camp de base et ils ont décidé, eux aussi, qu'ils allaient utiliser ce trou-là pour descendre. Ils sont 3, ils sont pas venus pour déconner et ils sont hyper stylés. Et là, on arrive dans la chambre des sacrifices. Déjà, le nom, chambre des sacrifices, tu te casses, quoi. Tu prends tes choses et tu t'en vas. Non, je ne suis pas venu explorer une chambre des sacrifices. T'as beau être curieux, mais t'es pas obligé d'être con.
Et la Chambre des sacrifices, ben, c'est le festival du Easter Egg. Il y en a pour tous les goûts. Ils ont donné leur vie pour que la chasse puisse commencer. Apparemment, un truc lui est sorti du ventre. C'est bien ce petit temps-là qu'on perd parce que ça donne le temps à la reine de pondre. On laisse une équipe dans la Chambre des sacrifices et on continue d'avancer. Et là, l'Italien qui travaille au Mexique va commencer à jouer avec des choses qu'il ne comprend pas. Et il va ouvrir un sarcophage, qui n'est pas un sarcophage, mais qui est plutôt le coffre à outils d'un prédateur, donc des armes. Coffre à flingue. Et comme chaque fois que tu fais quelque chose que tu ne devrais pas faire, comme par exemple toucher à des armes de prédateurs, eh bien, tu vas avoir les conséquences qui viennent avec. Pendant ce temps-là, dans la Chambre des sacrifices, la situation devient quand même assez inquiétante. Et on essaie de refaire une scène épique sans le côté épique, quoi. Et maintenant, quelques faits importants sur Aliens versus Predator. Êtes-vous prêt à chialer toutes les larmes de votre corps? À l'époque, le projet qui était en marche, c'était un script de James Cameron réalisé par Ridley Scott. Mais la Fox, ayant vu le succès de Freddy contre Jason, ont décidé d'y aller dans une autre direction. Est-ce qu'ils ont eu tort? Ben, probablement que créativement, cinématographiquement, ils ont eu 100% tort. Mais financièrement, Aliens vs Predator est devenu le film le plus rentable de l'histoire des deux licences. Ce qui explique en partie le succès du film, c'est son rating PG-13. Parce que tout le long du film, on nous montre du sang, mais on nous montre pas comment c'est arrivé, quoi. Des films Aliens, des films Predator, PG-13, s'il vous plaît, plus jamais. Arnold Schwarzenegger avait promis de reprendre son rôle de Dutch s'il perdait son élection. Malheureusement pour nous, il a gagné son élection et on n'aura jamais eu droit à Old Man Dutch, quoi. Les trois Yoda du plus vieux au plus jeune sont nommés Celtic, Chopper et Scar. D'un côté, les prédateurs veulent leur flingue. Et quand un Yoda veut son flingue, ils vont rien demander, ils vont traquer et ils vont décimer ta team. Comme pour leur rendre la vie encore plus compliquée, la pyramide va se transformer en labyrinthe. Ça va les diviser, la situation est complexe. Mais moi, je pense que j'ai déjà vu ce film-là, c'est Cube. Weyland est confronté par son homme à tout faire sur la valeur de la vie de ses hommes. Et l'Italien qui travaille au Mexique voit dans le futur. Il a écrit une page d'histoire. Quelle histoire? La vôtre? Je pense que la pyramide doit se reconfigurer toutes les 10 minutes. Apparemment, parce que c'est basé sur le calendrier mayen, la pyramide se reconfigure à toutes les 10 minutes. Bonne nouvelle, c'est que ça va faire avancer l'histoire. Donc, 10 minutes plus tard, Chip se fait tuer. Tu veux te battre? Sale fils de pute! Et Spud est dans une très mauvaise situation. Là, les prédateurs continuent de traquer Alexa Weyland et ils les lâcheront pas tant qu'ils n'auront pas leur flingue. Par chance pour elle, Alexa se fait sauver la vie par un xénomorphe. Baston. Et le xénomorphe va commencer par réussir à tuer un des prédateurs. Alexa voit des prédateurs et des xénomorphes se battre, mais ça n'a pas l'air de l'énerver tant que ça. Elle va garder son focus pour essayer de sauver Weyland. Venez, il faut aider Weyland! Mais il est quand même balèze, le prédateur, OK? Acide, fuck l'armure. Mais le filet n'est pas infaillible.
En si peu de temps, il reste déjà plus qu'un seul prédateur. En passant, elle avait raison, Weyland ne fait que les ralentir. Mais il va quand même être là pour une bonne raison, parce qu'il va leur sauver la vie, à elle et à l'Italien qui travaille au Mexique. Même si le prédateur a un super level de diagnostic et qu'il va voir que Weyland est malade, Weyland va jouer au con avec lui, essayer de le cramer, et le prédateur va décider que assez jouer au con, et il va le fumer. OK, donc, résumé, il reste un prédateur, il reste Alexa, il reste un Italien qui travaille au Mexique, et il reste Spud dans un genre de cocon gluant. Il est vraiment dans la merde. Et là, c'est le moment des théories parce que l'Italien qui travaille au Mexique va lire les petits trucs par terre, etc. Et les théories, ben, ça reste des théories, quoi. Ce dégagement brutal de chaleur, c'était pour nous attirer. C'était un piège depuis le départ. Si on n'est pas là, il ne peut y avoir de chasse. C'est intéressant, ça rajoute du lore. Alexa va prendre une décision exécutive. Elle va décider que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami, et doivent joindre leurs forces avec le prédateur. On est pris dans une guerre. Il faut opter pour un camp. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et j'ajouterais que le monologue sur choisir son camp de la part d'Alexa est assez stylé. C'est bien dit. Et voilà une autre information importante. Mais nous devons nous assurer que ces serpents ne pourront pas rejoindre la surface. On va dire adieu à l'Italien qui travaille au Mexique parce qu'il va sauver la vie d'Alexa qui était sur le point de chuter dans le vide et il va se faire choper par un xénomorphe juste au moment où Alexa a réussi à mettre une main pour se garder en vie, quoi. Il est pas mort. Lui aussi, il s'en va vers le gluant, là. Sincèrement, pour Alexa, là, présentement, c'est la panique interne. Tout seul avec soi-même, face à un ennemi qu'elle comprend pas, qu'elle connaît pas, et derrière elle, on voit le plan, le prédateur l'observer et l'interrompre. Lui, il veut ses flingues, là. Et elle lui offre et tout, mais il est pas sûr. Jusqu'à ce qu'un xénomorphe vienne encore une fois foutre la merde. Dans une super scène d'action, Alexa va réussir à tuer un xénomorphe, pendant que le prédateur était un peu KO sur le côté. Et c'est comme ça qu'on développe une amitié. Et là, ils vont se mettre en mode bricolage. Ils vont bâtir un bouclier, une lance à Alexa pour qu'elle puisse contrer les effets de l'acide, puis... et utiliser une lance pour tuer du xénomorphe. Et justement, pendant leur bricolage, la reine donne ses ordres. Là, c'est clair, c'est pas des morts. Scène émotive entre l'Italien qui travaille au Mexique et Alexa. C'est jamais des choix faciles à faire, mais c'est souvent les bons choix. Mais la reine, elle a réussi à se libérer de ses chaînes. Et là, le prédateur va lancer une de ses bombes dans l'essaim de Facehugger. Ils vont se mettre à courir comme des tarés pour retrouver le tunnel, pour faire exploser tout ça, pour justement que les xénomorphes puissent pas monter à la surface. Ils vont arriver au tunnel, le prédateur va se faire choper par un xénomorphe. Alexa a gagné vachement en confiance, OK? Mais vachement en confiance. Elle va choper le truc, puis boum, elle va fumer un autre xénomorphe. Elle a gagné en niveau, hein? Et ça a pas pris de temps. Si vous êtes trop moche, allez vous faire. Ils vont réussir à rejoindre la surface, continuer de courir comme des malades pour éviter que tout s'effondre et qu'ils s'effondrent avec l'effondrement, et ils ont survécu à la bombe. Et là, le prédateur, il n'y a que du respect pour Alexa, là. C'est le festival du respect, là. Il va même la scarifier. Mais là, ça va commencer à trembler et tout le monde sait que c'est la reine xénomorphe qui va apparaître et c'est baston final. Juste rappeler à tout le monde qu'Alexa court en Antarctique en T-shirt. Le prédateur va encore lui sauver les miches et elle va aller accrocher une chaîne avec l'aide du prédateur à un énorme truc qui vont faire tomber dans l'eau
Et là, la reine, elle va choper le prédateur qui est hyper blessé, mais ils vont réussir à faire tomber le truc dans la flotte et le xénomorphe va suivre. Victoire, Alexa, prédateur. Toute une équipe. Là, t'as le boss des Yoja qui arrive et il voit la scarification. Donc, ça veut dire, elle est cool. Fin du film, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Sauf bien sûr Alexa qui est coincée au milieu de nulle part toute seule, en t-shirt, en Antarctique, et les prédateurs eux, qui vont se rendre compte plus tard dans le vaisseau qu'ils sont infiltrés par les xénomorphes. Aliens vs Predator, c'est un casse-tête à analyser pour moi. Pour deux raisons. Un, mon côté pragmatique. Quand je regarde ce film-là, je peux pas m'empêcher de voir tous les défauts qu'il a. On passe tout le film en Antarctique, on voit pas une fois de la fumée sortir de la bouche de quelqu'un qui parle. Ce qui m'énerve aussi, c'est qu'ils ont pas vraiment suivi l'histoire de Aliens vs Predator. Ils ont été pour ce qui allait coûter le moins cher à produire. Et ça m'énerve parce que le film de base aurait dû se passer à l'époque de Aliens. Donc imaginez avec des Space Marines. D'ailleurs, c'est ça le film que les gens veulent. Un film avec des Space Marines. Vous attendez quoi pour nous le donner? Et après, il y a Paul W.S. Anderson. Je vous mentirai pas, je suis pas son plus grand fan au monde. Il a fait des bouses énormes. Mais, et il y a un mais, il y a mon côté où je suis fan des deux licences. Et quand on est fan de quelque chose, on réussit des fois à mettre son cerveau à off, laisser les choses qu'on aime moins de côté et focusser sur les choses qu'on a trouvées géniales. Par exemple, le design de la reine est splendide, les combats entre aliens et prédateurs sont géniaux, et ce film-là te donne exactement ce que tu veux. Aliens versus prédateurs. T'as des aliens, t'as des Yoja, ils se battent. T'as clairement pas le charme d'un film de Ridley Scott, de James Cameron ou de David Fincher, mais il faut gérer nos attentes quand c'est Paul W.S. Anderson qui réalise. Si vous êtes fan des licences, vous allez vous sentir peut-être un peu comme moi. Vous allez revoir ce film-là en focusant sur les 7-8 scènes que vous aimez et laisser de côté les trucs qui vous rappellent que c'est pas un grand film. Si vous aimez pas les licences, perdez pas votre temps. Et même si vous aimez les licences, n'allez jamais regarder Aliens vs Predator Requiem, qui ne devrait même pas compter dans le canon de ces deux licences-là. Ça, c'est même pas un nanar, c'est un navet. On voulait un film Aliens vs Predator, on en a eu un. Est-ce que c'était tout ce qu'on voulait? Absolument pas. Mais c'est tout ce qu'on a eu. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et on se revoit la prochaine fois à Revue.